2 militaires maliens ont été tués et 8 autres blessés ce dimanche dans l'attaque d'une position de l'armée. Une attaque menée par des terroristes à Al-Mustarat dans le nord-est du pays. Mouhamadou Bouhari est parti ce dimanche soir à Londres pour de nouveaux examens médicaux, et ceci après des semaines de spéculation sur la santé du président nigérian âgé de 74 ans. Enfin, élection régionale dans le nord de l'Allemagne ce dimanche. Le parti conservateur d'Angela Merkel a nettement remporté la victoire. Deux militaires maliens ont été tués et 8 blessés dimanche dans l'attaque d'une position de l'armée par des terroristes à Al-Mustarat dans le nord-est du Mali, ont indiqué des sources militaires maliennes. Le bilan de l'attaque a été confirmé par une deuxième source militaire selon laquelle les 8 blessés ont été évacués vers l'hôpital de Gao. Selon une source de sécurité malienne, l'attaque a été menée par les terroristes qui veulent pousser l'armée à quitter la localité stratégique d'Al-Mustarat, située à environ 160 km au nord de Gao, la plus grande ville de la région. Cet assaut survient 5 jours après une autre attaque le 2 mai dans la région de Ségou au centre, qui a fait 9 morts et 5 blessés parmi des soldats maliens. Le 3 mai dernier, un camp de l'ONU à Tombouctou au nord-ouest a été visé par des tirs d'obus qui ont fait 1 mort et 9 blessés parmi les casques bleus, selon la mission des Nations Unies au Mali. Permettez-moi de féliciter M. Emmanuel Macron pour sa victoire éclatante sur Marine Le Pen. Tout ce que je vais dire par rapport à ça, c'est que d'abord, il ne faut pas que les Africains se trompent. Cette élection, elle est d'abord française. Donc Emmanuel Macron a été élu président de la République française. Il va d'abord défendre les intérêts des Français avant de défendre les intérêts des autres pays. Mais quand même, ce qui m'intéresse par rapport à Emmanuel Macron, c'est que il a quand même une politique d'ouverture. Il a montré quand même que la France est un pays qui doit être ouvert à tout le pays. Je n'ai pas d'attente de manière particulière, juste peut-être du côté de l'Afrique, vous demandez juste à ce que les Français ne soient plus autant présents dans notre environnement politique et économique, s'ils essayent un peu d'être en retrait. Je suis heureuse que ce soit Macron qui ait été élu, parce que quand j'ai suivi le débat, j'ai vu ses réactions, j'ai vu ses projets, surtout sur les handicapés et les enfants autistes. Et ça, c'est vraiment un projet vraiment très important, surtout pour la France. Et je trouve que Le Pen, franchement, ce ne devait pas être vraiment un bon choix pour la France. La télévision au Sénégal, entre désert de contenu et sécheresse intellectuelle, c'est le titre du livre publié par Cheikh Mohamedou. Auteur, il est aussi consultant en communication, journaliste et enseignant formateur. Dans cet ouvrage, il fait une incursion dans l'univers de la production audiovisuelle au Sénégal, une production qu'il tense, puisque tombée, selon lui, dans une carence unie des qualités dans son contenu. Les contenus sont à améliorer. On fait la télévision en suivant l'évolution du temps. Cela veut dire la façon dont on faisait la télévision il y a de cela 20 ans a beaucoup évolué. Et nous devons comprendre que nous vivons maintenant à l'ère du numérique, à l'ère de la civilisation, du partage, de culture, d'expérience et tout cela. Donc c'est juste cette envie d'améliorer davantage les contenus audiovisuels. L'auteur critique surtout dans le but d'améliorer le travail des responsables des programmes. Dans le livre de 80 pages, il ne se limite pas à critiquer, mais fait des propositions, surtout lorsqu'il invite à réorienter la production audiovisuelle vers des émissions plus thématiques. Par exemple, des émissions destinées au troisième âge, aux étudiants, mais aussi des émissions scientifiques ou encore culturelles. La culture africaine est vaste, immense. C'est un trésor caché que nous n'avons pas encore exploité, comme je viens de le dire. Beaucoup d'histoires
mérite d'être montré au lieu d'être raconté. On doit montrer cette histoire avec ces images. Il y a des monuments qui tombent, il y a des édifices qui disparaissent. Tout cela en emportant des secrets. Nous n'avons jamais travaillé dans ce domaine. Dans sa trajectoire des critiques et surtout des déceptions par rapport à la qualité de la production audiovisuelle, l'auteur a été rejoint par des pionniers du journalisme au Sénégal, des classiques du domaine qui n'ont pas été du tout tendres avec le contenu actuel des médias au Sénégal. Muhammadu Buhari, le président nigérien, repart à Londres pour de nouveaux examens médicaux. Sur la durée de ce nouveau séjour en Grande-Bretagne, aucune indication n'a été donnée. Elle dépendra, cette durée, de ce que diront les médecins, a déclaré le porte-parole de la présidence nigériane, Femi Adesina. Dimanche matin, lors de son apparition au milieu des 82 jeunes filles de Chibok libérées la veille, il apparaissait très maigre et affaibli, ce qui a davantage retenu l'attention et fait enfler la polémique sur son état de santé réel. Buhari a déjà passé 8 semaines à Londres pour raisons médicales avant de revenir au pays début mars. Une présence physique qui a permis de mettre un terme aux rumeurs les plus folles sur sa santé. La question de la santé du chef de l'État au Nigeria est sensible depuis qu'en 2010, le président Umaru Yar'Adua est décédé de problèmes rénaux longtemps cachés au grand public. Une situation qui avait en son temps induit des mois d'incertitude politique. Vivre le même scénario hante douloureusement le peuple nigérian. Si d'aventure, le président Buhari ne devrait plus exercer le pouvoir et serait normalement remplacé par le vice-président Yemi Osinbajo jusqu'à la prochaine élection prévue pour le mois de février 2019. 34 milliards de Naira, c'est le fonds alloué à un entrepreneur pour le dragage du fleuve Niger au Nigeria par l'administration de l'ancien président Goodluck Ebele Jonathan, qui n'a pas réussi à relever le défi face à ce travail. Face au même travail, l'administration de Muhammadu Buhari a consacré 100 millions de Naira, déclaration faite par le ministre des Transports Rotimi Amaïchi hier à Lagos. C'était lors de l'ouverture d'une conférence sur les réformes portuaires rapides organisée par The Nation en collaboration avec le ministre fédéral des Transports et Epsilon Limited. Le ministre a déclaré lors de cette conférence que lorsque le fleuve Niger a été approuvé pour la première fois pour le dragage par l'administration précédente, il a été approuvé pour 47 milliards de Naira et 34 milliards de Naira ont été payés à l'entrepreneur. En 2011, l'administration Jonathan a approuvé le projet de dragage du Lower River Niger et de Wari dans l'état du Delta, à Baro dans l'état du Niger, à 4 entrepreneurs. L'année dernière, l'association nigériane des propriétaires des navires autochtones a accusé la société d'eau nigériane d'avoir bombardé le contrat de dragage de la rivière Lower Niger. S'adressant à plus de 800 participants au forum, le ministre des Transports Rotimi Amaïchi a déclaré que 186 millions de dollars avaient été approuvés par le président Buhari pour la lutte contre le piratage et d'autres crimes. Une partie de l'argent, a déclaré le ministre, serait consacrée à l'achat de 3 hélicoptères et 3 autres avions, entre autres, pour lutter contre le piratage dans les eaux nigérianes. 26 personnes sont mortes hier samedi lorsque 2 autobus voyageurs sont entrés en collision et ont pris feu non loin d'un site de carrière au point kilométrique 96 sur l'autoroute reliant Lagos à Ibadan, au sud du Nigeria. Selon un témoin, les 2 autobus de 18 places ont eu une collision frontale. Selon toujours ce témoin, l'un des survivants est un bébé qui a été projeté par la fenêtre de l'un des bus par le père. Un responsable supérieur de la Commission fédérale de la sécurité routière, FRSC, qui a confirmé l'incident par téléphone, a déclaré que 24 personnes tuées étaient brûlées au-delà de la reconnaissance. Il a attribué l'incident à la vitesse excessive et au dépassement injustifié. Il a ajouté que les blessés ont été emmenés à l'hôpital central d'Ibadan pour le traitement alors que les corps des victimes décédées ont été déposés à la morgue d'Adeoyo.
Élection régionale dans le nord de l'Allemagne dimanche. Le parti conservateur d'Angela Merkel a nettement remporté la victoire, ce qui conforte le statut de favorite de la chancelière pour se succéder à elle-même après les législatives de septembre. 33,8% des voix dans le petit État de Schleswig-Holstein, c'est le score réalisé par les démocrates chrétiens de la CDU contre 26,3% à 26,7% pour le Parti social-démocrate SDP qui gouvernait jusqu'ici cette région frontalière du Danemark. C'est un résultat extraordinaire. Vous êtes au coude à coude dans les sondages et que vous finissiez avec une telle avance, c'est une excellente raison de se satisfaire un soir d'élection. Il faut voir ce qui est mathématiquement possible, mais ça ne peut pas se faire sans la CDU. On est clairement devant le SPD et maintenant, c'est à nous de commencer à discuter d'une coalition. Il s'agit là d'un cuisant revers pour le nouveau président du SPD, Martin Schulz. Ses espoirs de faire vaciller Angela Merkel au pouvoir depuis 2005 s'effondrent. La chancelière allemande briguera à l'automne prochain un 4e mandat. Chers membres, bienvenue au siège du SPD à Berlin, en cette triste soirée électorale pour le SPD. Je suis déçu. Je crois que tout le monde ici est d'accord pour dire que cela nous prend aux tripes et nous rend tristes. Nous comptions sur un meilleur résultat. Pour l'ancien président du Parlement européen, il s'agit de la 2e défaite consécutive dans une élection régionale cette année. Le SPD avait déjà été sévèrement battu en Sarre en mars. Dans une semaine, c'est en Rhénanie du Nord-Westphalie, l'État le plus peuplé du pays, que le SPD affronte un scrutin régional, le dernier avant l'élection législative du 24 septembre. Je suis le juge Sergio Moro. J'utilise les réseaux sociaux pour vous transmettre un message. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais le faire cette fois-ci. Je dis la chose suivante. Le soutien des militants anticorruption a toujours été important dans cette lutte. Mais le 10 mai, jour de l'audition de Lula, ce ne sera pas nécessaire de vous mobiliser. Tout ce que l'on veut éviter ce jour-là, c'est des sources de confusion ou de conflit. Surtout que personne ne se blesse dans d'éventuelles confrontations. Ma suggestion donc est que vous ne veniez pas. Ce n'est pas nécessaire. Laissez la justice faire son travail. Tout se passera normalement. J'espère que vous comprendrez. Merci.